Bonsoir à tous les auditeurs de la radio Bissau. Donc c'est toujours la radio de la diversité. Merci de nous suivre. Il est 19h01 exactement. On est un petit peu en retard, c'est pas grave. Vous nous excuserez s'il vous plaît. Donc ce soir, on va faire une édition spéciale, pas sur le foot malheureusement, mais vous inquiétez pas, on revient. Et ce soir, c'est même peut-être mieux, car vous allez voir ce que je vous réserve. Donc n'hésitez pas à télécharger notre application qui est désormais disponible sur l'App Store et sur le Play Store. Ne vous inquiétez pas, elle est gratuite, hein. Donc allez-y, cliquez, téléchargez, ça nous fera vraiment plaisir. Donc comme je vous disais, c'est une édition spéciale car on reçoit un invité de renom, un président directeur général d'une entreprise en Afrique au Cameroun. Donc on a la joie d'accueillir monsieur Yves Oloumé. Bonsoir monsieur Yves. Bonsoir. Vous allez bien, oui? Ça va. D'accord, vous avez fait un bon voyage pour venir jusqu'à nous? Oui, ça va. Ouais, d'accord, ok. Donc nous rappelons à nos chers auditeurs que le thème abordé aujourd'hui, c'est l'entrepreneuriat en Afrique. Donc est-ce une réalité ou bien une illusion? Et rien de tel qu'un entrepreneur africain pour nous parler de ce qu'il pense et de nous faire partager son expérience. Monsieur Yves, on peut se tutoyer, oui? Oui, bien sûr. D'accord, ok. Donc je vais te laisser le soin de te présenter, s'il te plaît, un petit peu ton parcours, qu'est-ce que tu fais exactement, et ton entreprise, donc Yves Oloumé Sarl. D'accord. Alors, moi, c'est Monsieur Oloumé Jogou Yves. Je suis camerounais, donc je vis à Douala, Douala au Cameroun. Je suis ingénieur génie civil. Alors, j'ai une formation d'ingénieur en travaux publics. Ça fait 12 ans déjà. Et bon, pour ce qui est de mon entreprise, bon, c'est la deuxième en fait que D'accord, ok. je mets en place. Ok. J'ai commencé en 2006. 2006, donc en 2006, j'ai créé une première entreprise spécialement dans le bâtiment, dans tout ce qui était gros œuvres. Et donc ça marchait très bien. Et en 2010, avec mes associés, on s'est séparés. Et là, j'ai voulu faire autre chose, toujours pas dans le même secteur. Donc en 2011, j'ai développé, j'ai monté ce concept. Au départ, c'était développeur de solutions modulaires parce que l'idée, c'était de proposer à tout le monde des solutions préfabriquées et des solutions modulables, donc des solutions qui peuvent évoluer en fonction de nos besoins et de nos désirs. D'accord, ok. Et bon, on dit solutions modulaires en Afrique, au Cameroun en particulier, ça ne percute pas vraiment. Ok, les gens ils sont pas encore habitués à ce nom-là, à cette structure aussi. Voilà. Et l'année passée, on a modifié notre slogan. Maintenant, c'est devenu développeur de bâtiments préfabriqués. Et d'où vous est venue cette idée alors d'innover dans les bâtiments, donc les constructions modulaires, car comme vous venez de nous le dire, c'est tout neuf en Afrique, les gens ne connaissent pas. Et comment vous avez eu cette idée-là, d'où ça vient, comment avez-vous connu ce système de modulation? Alors, en 2008, je me suis abonné au magazine Management, je pense. D'accord. C'est un magazine camerounais? Non, français. Non, français, d'accord, ok. Oui, Management. Et la quatrième de couverture, il y avait toujours une publicité d'un entrepreneur qui fait des solutions modulaires. Ok. Et bon, j'ai regardé ça au début par curiosité et après, je me suis intéressé petit à petit. Et je me suis dit, ça, par contre, ça peut résoudre un certain nombre de problèmes parce que l'expérience que j'ai eue pendant mes travaux, il y avait beaucoup de malfaçons, de délais, au niveau des délais de livraison. Lors de votre précédente entreprise? Oui, durant mes prestations. Ok. Donc, on rencontrait beaucoup de malfaçons, de lenteur dans l'exécution, de personnel pas toujours qualifié. Mm-hmm.
Et je me suis dit, ça peut être une solution qui pourrait résoudre ce problème-là. Et aussi, vous trouvez, surtout quand vous avez des chantiers éloignés, vous avez beaucoup de vols de D'accord, ok. matériaux. Ouais, ouais. Donc c'est un peu gênant quand vous avez fait des prévisions au départ. Hmm. Et après, vous êtes obligé de toujours ajouter un Ouais, certain ça vous nombre fait de un choses. coût supplémentaire auquel vous n'aviez pas forcément pensé en Exact. pensant sur la bonne foi des gens. Mais Ex- malheureusement, c'est pas toujours Exactement. le cas. Voilà. Mais je vous rassure, en France, c'est la même chose, malheureusement. Donc je vous laisse continuer. Alors, donc, parti de là, j'ai commencé à cogiter en 2008 et j'avais proposé cette idée en passant à mon associé à l'époque. Bon, c'était pas son domaine, donc il ne comprenait pas. Bon, il n'a pas voulu suivre. Et en 2011, quand j'ai recommencé, je me suis dit c'est ça que je vais faire. Parce que pour avoir assez voyagé, donc j'ai pu constater ou pu apprécier les qualités de finition des matériaux, des bâtiments préfabriqués, autant pour moi. Et surtout au niveau du placoplate, l'utilisation du placoplate, la facilité de faire passer les gaines d'électricité, de plomberie, Ok, voilà, l'extension facile, ce genre de choses. Et voilà. Et au départ, l'idée, c'était d'avoir des bâtiments qu'on peut déplacer. ok. Voilà, qu'on peut déplacer et beaucoup plus avoir un endroit de production et après livrer partout. Là, avec ça, vous êtes sûr d'avoir la même qualité du produit un peu partout. D'accord. Et Donc, du coup, vous auriez eu des facilités, comment dire, techniques lors de la réalisation de la structure, car vous m'avez dit lors du passage des gaines, des choses comme ça. oui, bon, déjà, comme je vous ai dit, c'est mon domaine, je suis ingénieur génie Mhm. civil. Et pour l'exécution, quand je commençais à m'intéresser à ça, et après avoir poussé un peu plus dans la réflexion, je me suis rendu compte que c'est pas compliqué. Alors, quand vous avez ce genre de, de, de réalisation à faire, il n'y a pas beaucoup de risques dans les malfaçons parce que même si vous avez défini au départ un plan, d'accord, tout est fabriqué avec des machines calibrées et tout. Au niveau de l'exécution, si le technicien ne monte pas bien, on démonte, on reprend. Ça, c'est un avantage. Ok. Voilà, donc sur ce point de vue-là, ça va. Bon, maintenant, chez nous, lorsque vous faites l'entretien d'une maison lors des réparations plomberie ou électricité, il faut signer les murs avec marteau, un burin, et après il faut faire des raccords. Donc, les raccords à la fin, c'est pas toujours ça. Donc D'accord. vous avez des petites ondulations qui sont pas très beaux à voir. Il faut mettre des enduits, double couche, triple couche. Après on dit que vous ne savez pas travailler, ben, alors qu'au fond Mhm. vous pouvez pas faire mieux. Alors qu'avec des bâtiments préfabriqués, les entretiens, c'est facile. Ok. Vous percez le placo et après ça, Ok, ouais. Ça voilà. fait des problèmes en moins en fait. Ça fait énormément de Voilà, ça problèmes en fait des moins problèmes à moins. et beaucoup de gains en plus. J'ai Voilà. l'impression. Voilà. Et aussi, il y avait aussi ce souci de, de conductivité thermique. Donc, les échanges de chaleur entre l'extérieur et l'intérieur. Tout le monde n'a pas la possibilité de s'acheter un climatiseur. Mhm. L'avantage, c'est d'avoir le placo qui est un bon isolant thermique. Et maintenant, à ça, vous pouvez associer, on peut mettre de la polystyrène ou n'importe quoi. D'accord. Donc, voilà. Euh, Comme j'ai dit, l'idée c'était de faciliter la vie des gens en fait. Ouais. Déjà au niveau du prix, parce que me demandait est-ce que c'est moins cher, est-ce que c'est plus cher. Je disais 10-20% moins cher. Et bon, voilà, donc ça commençait un peu à emballer les gens. Ok. D'accord. Et du coup, donc, je voulais savoir de quelle manière vous vous y êtes pris pour lancer ce projet qui, à la base, semblait irréalisable dans un pays où les gens ne sont absolument pas habitués à des constructions de ce genre. Est-ce que vous aviez peur de vous jeter à l'eau? Comment avez-vous réussi à trouver des financements Ouais, parce que je pense que les banques ont dû être réticentes lorsqu'ils ont dû écouter votre projet. Oui, alors, euh, quand j'ai lancé ce projet, tout ce qui était tout de moi me disait, tu es fou, ça va pas marcher.
Ouais. Ça va pas marcher. Tu nous amènes un concept qu'on ne connaît pas, voilà. Et la conception au Cameroun, bon, peut-être en Afrique aussi, les gens, bon, beaucoup plus chez nous, ils veulent toucher pour croire, quoi. S'ils ne touchent pas du doigt, ils ne commandent pas. D'accord. Voilà, vous ne pouvez pas les vendre du rêve, ça ne marche pas. Et ils sont prêts à, dès que le voisin fait quelque chose, demain tout le monde copie. Voilà. Donc c'est facile chez nous. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Ok. Ils ne prennent pas de risques. Bon, moi en particulier, je suis quelqu'un qui passe ma vie à prendre des risques. Déjà pour la petite histoire, la première entreprise, je la crée comment? Je travaille dans une entreprise de BTP au pays qui était de renom, qui construisait pratiquement tous les gros projets à Douala. Et j'avais un poste important. J'étais d'abord responsable bureau d'études, après responsable des travaux. Et voilà, j'étais pratiquement le numéro 3 de la société. Ok. Et à un moment, je me suis plus senti à l'aise parce que les promesses qu'on me faisait, on revenait toujours dessus. On dit aujourd'hui tu gères ceci, après quand tu gères, on te dit non, qui t'a demandé de gérer. Donc, à un moment, ça m'a un peu fatigué. Donc j'ai claqué la porte. Du jour au lendemain, j'ai dit enfin, c'était ma compagne à l'époque, je lui ai dit, alors moi je vais arrêter. Il me dit, mais tu vas arrêter, tu vas faire quoi? Non, non, je vais arrêter. Après, il me dit, ok, je te comprends. Vas-y, si tu ne sens pas, tu arrêtes. Alors, je vais voir mon père, je lui dis, il va arrêter. Lui me dit, ah non, tu vas pas arrêter, tu vas vivre comment? Mhm. Ouais, sachant que vous avez déjà une très bonne place dans l'entreprise. Oui, voilà. Il dit, non, tu ne peux pas arrêter, il faut attendre. Bon, mon père en particulier, c'est pas quelqu'un qui prend ce genre de risque. Ok. Bon, par contre, ma mère, elle, c'est quelqu'un qui a eu l'habitude de s'essayer. Donc, Ok. elle sait ce que c'est ce que c'est de prendre des risques. Elle me dire, bon, si tu veux, pourquoi pas tu peux Donc, créer ton entreprise? vous tenez ce trait de caractère de votre mère alors? Un peu, oui. Un peu, j'ai essayé d'améliorer, Ouais. d'améliorer quand même. Ok. Donc, c'est de là que je me dis, pourquoi pas créer mon entreprise? Et voilà, là, je me jette à l'eau, Mhm. comme ça. Et, je suis obligé d'aller convaincre. Alors, bon, enfin, le premier marché, c'est mon père. Alors là, c'est bizarre, c'est mon père qui m'apporte le premier marché, il me dit, ok, d'accord, tu es déjà là-dedans, je t'amène voir, il était très, très lié au cardinal Christian Toumi, l'archevêque, l'ancien archevêque de Douala. D'accord. Elle lui dit, alors j'ai mon fils là qui peut faire de très belles choses. Et comme tu as des projets, est-ce que tu pourrais pas lui confier la construction de ton bâtiment? Alors il me regarde, il me dit, est-ce que tu peux? Alors je le regarde droit dans les yeux, il dit, oui, je peux. Il dit, tu es sûr? J'ai dit oui. Il me dit, ok, va, tu m'apportes un plan. 2 jours après, je suis venu avec un plan. Il m'a dit, ça coûte combien? J'ai sorti le devis. Il m'a dit, ok, je te fais confiance. Et c'était parti, hein. Et là, je ne l'ai pas déçu. J'ai fait. Donc, on n'a pas travaillé longtemps ensemble, et jusqu'à présent, j'estime avoir fait l'un des plus beaux projets de ma vie, quoi. Ok. Donc, la construction avec CSF Chalec, ça a été votre première construction à la tête de votre propre entreprise. Avec la chemise. D'accord. C'était les premières véritables constructions. Ok, ok, d'accord. Et au niveau du financement, comment est-ce que vous avez réussi à trouver les fonds pour investir dans un marché encore inconnu? Pour le préfabriqué. Exactement. Alors, le préfabriqué, j'avais pas de sous. Ok. J'avais rien du tout. Je sortais je dirais, d'une période assez difficile avec l'ancienne boîte. Donc, c'était assez dur. Mhm. Et bon, j'avais des petits revenus parallèles quand même. Et alors, ce qui se passe, c'est j'ai fait un peu de promo, j'ai fait des plaquettes, des flyers. Donc, j'essayais de contacter parce qu'en fait, dans le préfabriqué, vous avez plusieurs types. Donc, ce qui était beaucoup plus simple, parce que j'avais contacté un fournisseur, il m'avait dit, Yves, tu veux faire dans ça, je te conseille de commencer par des containers. C'est beaucoup plus simple. Conteneurs préfabriqués pour tout ce qui est basse vie, bureau d'appoint, assez Ok. rapide. Et donc voilà, je trouve des clients, et on fait venir la commande. Donc, alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été contacté par une société canadienne qui avait gagné un super gros projet à Yaoundé. D'accord.
Et ils m'ont fait un bon de commande de à peu près 100 000 euros, mais sous condition, parce ils m'ont demandé quelles étaient les conditions de paiement. J'ai dit 50% la commande, 30% arrivée du matériel, 20% à la fin. Ils m'ont dit OK, mais tu nous donnes une garantie. Caution bancaire. Ça, caution bancaire pour 50 000 euros. Pour quelqu'un qui n'a rien, c'est compliqué. Ouais, je comprends. Alors, bon, Après, peut-être il faut aussi les comprendre, ces investisseurs oui, ils ont canadiens. Raison. Ouais. Ils ont raison. Moi, Étant donné que l'entreprise elle était récente. Bon, je pense pas que c'était trop lié à l'entreprise. D'accord. C'était lié à la situation géographique. D'accord, ok. Ouais. Ok. Et je vais dans ma banque. Je dis OK, j'ai gagné au loto. J'ai un super bon de commande. C'est un premier bon. Voilà, voici les conditions. Et est-ce que vous avez joué au loto le jour même alors? Ah non. Pour moi, j'étais déjà sûr que j'avais gagné au jackpot. Ouais. Et j'appelle mon fournisseur tout excité. C'est bon, j'ai un bon de commande. Bon, lui n'est pas très endiablé. Il me dit, Yves, tu viens d'arriver dans le monde des affaires. Le jour où tu recevras l'argent dans ton compte, tu m'appelles. Là, on va sauter au plafond. Je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire. Bon, je vais voir le banquier. Je lui dis, OK, j'ai un bon de commande. C'est les conditions. La banque me dit, pour émettre ce type de document, il faudrait que vous ayez une garantie vous-même. Je dis, mais je n'en ai pas. Encore que cet argent, je ne veux même pas toucher. Le client, il va virer ses 50 000. J'ai juste besoin de la moitié, 25 000 pour le fournisseur. Vous bloquez le reste, la marchandise arrive, le client vient encore 30 000. Vous soldez le fournisseur avec les autres 25 000. Et voilà. Dans ta tête, tout était clair en fait. Ah non, c'était clair. Ouais. La banque me dit, OK, on va étudier le dossier un mois et demi. Puis on met tout en rond. Et après, le fournisseur, voyant que je suis en train d'en dîner, il me dit, OK, bon, Yves, je te fais confiance, je t'envoie la marchandise. OK. Sans frais. Et il envoie, pendant que la marchandise est en milieu de parcours, le client annule la commande. D'accord. Ça. Au bout de 2 mois environ. Ah oui, au bout de 2 mois, Ouais. il était fatigué, son chantier devait démarrer. Donc ouais. il a trouvé une solution parallèle. Et je me retrouve avec une marchandise, une dette. Ça commence à être un peu chaud. Et là, les ennuis commencent pour toi. Je les vois venir. Ouais. je les vois venir. C'est pas très loin. C'est pas très loin. Donc là, à ce moment-là, je crois que ce qui est important, c'est de garder la tête sur les épaules, hein, de positiver. Voilà. Ouais. Donc là, on redouble comment c'est dit, on redouble dans la recherche d'efforts dans la recherche des éventuels clients. OK. Donc par chance, le transitaire qui devait s'occuper du dédouanement de ma marchandise, quand il voit le produit au port, il me dit, mais je cherchais justement ce produit-là. J'ai dit, ouf. OK. Donc je sais déjà comment on fait pour dédouaner. C'est le deuxième jour où il faut rejouer au loto alors. Comme je dis, je crois qu'il y a peu de chance dedans. Ouais. Parce que, alors là, le client, il me dit, le transitaire, il me dit, je cherche ça, je vais prendre 2 pièces. OK. Alors le problème de la douane est réglé. Et après, un autre client pétrolier qui est dans on appelle ça service pétrolier. D'accord. Était en train de déménager et l'endroit où il allait, les bureaux n'étaient pas prêts. Il fallait des bureaux d'appoint. Et lui aussi, il en prend 3 en location. Du ACA. Alors, lors des débuts du coup d'État RCA, on a eu un afflux de réfugiés au niveau du Cameroun. Et rapidement, le ACR devrait installer une partie de ses employés dans la zone est du Cameroun. Est-ce que vous pouvez rappeler pour nos auditeurs qu'est-ce que le RCA? La RCA, ouais. La République centrafricaine. D'accord, ok, merci. La République centrafricaine, c'est un pays à l'est du Cameroun. D'accord. En pleine Afrique centrale. D'accord, ok. Alors, donc, vu cette contrainte, on avait déjà fait des petites démarches au début au niveau du HCR. Et le HCR voulait rapidement des logements. Des logements et les modules que nous avons en stock,
Enfin, on avait une commande qui sortait du port et ça remplissait leurs besoins. Et c'est comme ça que du jour au lendemain, voilà, on se retrouve en train d'installer une base vie de quatre bungalows en pleine forêt. Enfin, je dis forêt, mais c'est pas à côté quand même. Parce Ok. que, voilà, on s'est retrouvé à presque 20 km de la frontière avec la République centrafricaine et c'était pas facile. Ok. Et donc là, vous nous avez expliqué, et concernant l'Organisation mondiale de la santé, du coup, ça a un rapport aussi. L'OMS? Oui, exactement. Ça a un rapport aussi avec la République centrafricaine, Non. votre collaboration. Bon, l'OMS, c'est pas la République centrafricaine, maintenant c'est le Nigeria. Ok. Alors, avec Boko Haram, la secte Boko Haram Mhm. qui a sémé un peu la terre au Nigeria, les réfugiés nigérians se sont retrouvés cette fois-ci à l'ouest du Cameroun, dans la partie de l'extrême nord. Et l'OMS avait fait venir des bureaux qui devaient servir de salles de consultation et il n'avait personne pour installer. Les bureaux pour fabriquer. Et je pense lors d'une réunion où après avoir demandé au niveau du ACR qui vous a monté vos bureaux, ils ont dit il y a une jeune société là qui fait très bien. Et c'est comme ça qu'ils nous contactent pour aller installer les bureaux. Et ça, je vous dis pas en plein camp de réfugiés. Mhm. Et pendant une période où il y avait des attentats un peu partout. Donc voilà, nous sommes allés et nous avons fait la prestation. Voilà, pour vous dire, c'était pas facile, mais Ok. c'est l'avantage aussi du préfabriqué. D'accord, ok. Et puis, ça fait aussi une belle expérience, je pense. Oui, oui, ça nous a permis de découvrir des coins. Ouais. C'est ce qui fait la différence entre l'ancienne boîte et la nouvelle, parce que l'ancienne, on pouvait aller dans des coins peut-être loin, mais là, il y avait la route. Je peux dire la route, il y avait la plupart du temps des chantiers, c'était goudronné. Avec le préfabriqué, vous pouvez vous retrouver dans des zones que vous n'imaginez pas arriver, parce que vous n'avez pas besoin de transporter du sable, du gravier, du ciment. Vous allez juste avec un camion, une grue, vous arrivez, vous déployez tout, c'est D'accord. prêt, vous repartez. D'accord, ok. Et puis, ben, justement, vous me tendez la perche. Je vais aller aborder un petit point. Pourquoi être parti sur des solutions modulaires alors lorsqu'on sait que au Cameroun, comment dire, les sociétés de fabrication de ciment, elles marchent très 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 fort. Vous avez pas eu peur à un moment d'avoir perdu la lutte d'avance, étant donné que les gens ne connaissaient pas très bien votre entreprise, il fallait être accroché, je pense, être sûr de soi avant de se lancer dans un tel projet. Donc pourquoi les solutions modulaires et pas le ciment? Mais le ciment, est-ce que votre ancienne entreprise avait un rapport avec le ciment? Oui, effectivement, effectivement. Donc, ce que je disais au début, le ciment, c'est vrai, ça marche très bien. À un moment, on a eu la société, à l'époque, il n'y avait qu'une seule cimenterie. Elle n'arrivait même pas à satisfaire tous les entrepreneurs. Et moi, j'ai eu une expérience dans la construction de logements, de logements pas sociaux, comment est-ce que ça s'appelle euh, comment est-ce qu'on appelle ça déjà les projets de lotissement. Donc, Ouais. on a eu un projet de 24 maisons avec l'autre Une boîte. résidence pavillonnaire un petit peu? Oui. Donc, Ok, ouais. on en avait 24. Et comme j'ai dit au début, le problème, c'était au niveau de la réalisation. Parce que quand vous avez ce genre de projet, surtout les projets où vous avez 10, 20 maisons à faire, c'est pas évident de gérer le stock et c'est pas évident de gérer la logistique. Et je me suis rendu compte que c'est en ce moment-là que vous perdez le plus d'argent et vous perdez aussi en crédibilité parce que la qualité ne suivra jamais. Parce que vous avez un problème de délai, vous avez un problème de qualité, ça ne suit pas. Donc, et en reprenant, comme j'ai dit, je voulais faire quelque chose de différent. Quelque chose de différent et être pionnier. Ok, ouais, Ok. tu voulais te démarquer des autres, ouais. Je voulais me démarquer Avoir ta propre complètement marque. des autres. Je voulais faire quelque chose que les autres n'ont jamais vu.
Autre aussi, je crois à mon projet. Donc, il faut croire à ses rêves. Alors, je me suis dit, pourquoi